Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 1, le grand format et les choix des manuscrits avec Pascal Godbillon. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Delous. Et la voix de Pascal Godbillon, qu'on est vraiment très honoré et heureuse de recevoir aujourd'hui. Bonjour Pascal. Bonjour Lionel, bonjour Mélanie, bonjour Estelle, merci de m'accueillir surtout. Merci surtout à toi d'avoir bien voulu te joindre à nous le temps de 2 épisodes. Un premier sur donc le grand format, le choix des manuscrits. Pour rappeler rapidement, Pascal, donc tu commences ton parcours dans l'édition à la direction du livre à la Fnac et tu prends ensuite la direction de Folio SF en 2006. Folio SF qui est une des plus belles collections patrimoniales que l'on a en imaginaire en France, mais également qui publie grand nombre d'auteurs actuels, parmi les immenses noms que l'on peut situer dans le patrimoine. Mary Shelley, bien sûr, H.G. Wells, Isaac Asimov, Ray Bradbury, Roger Zelazny, mon chouchou personnel, Douglas Adams, Robert Silverberg, Barjavel, Card, Christopher Priest, Robert Charles Wilson, Hélène Kushner, en plus proche de nous, et dans le monde francophone, Alain Damasio, Laurent Jeunefort, Pierre Pevel, Thomas Day, Laurence Suner, Jean-Philippe Jaworski, Fabien Siruti, Fabrice Collin, Sabrina Calvo, et tout récemment, la gagnante du concours des 20 ans, puisque la collection a eu récemment 20 ans, Chris Vuklisevich. Et pour pleine transparence, citons également que Pascal est notre éditeur à tous les trois, puisque Folio SF nous fait l'honneur et le plaisir de nous publier également. Tu diriges également la collection de Noël Lune d'encre en grand format depuis 2017. La collection également la compte des noms immenses comme Robert Holstock, Michael Moorcock, Ted Chiang, Tim Powers, Vandana Singh, Ian MacDonald, John Barley, Joe Walton, mais également on retrouve également du patrimoine puisque Ballard, Arkady et Boris Strugatsky, Ray Bradbury avec une belle réédition des Chroniques martiennes se trouvent au catalogue, et parmi les francophones on peut citer par exemple Laurent Klotzer, Catherine Dufour, Laurent Jeunefort, Romain Lucaso. Ouf, oulala, nous sommes donc extrêmement honoré et heureux que tu aies accepté de nous rejoindre, puisque Vision est extrêmement complète avec une expérience commerciale solide, et on sait que ça a une grande importance dans un milieu complexe comme l'édition. Et également, tu couvres l'intégralité du paysage éditorial avec le grand format, une collection de poche majeure. Donc, dans ce premier épisode, on va revenir sur un aspect que nous avons déjà pas mal abordé, mais qui, je pense, intéresse beaucoup les primo-auteurs et autrices, qui est l'édition en grand format, le processus de découverte des manuscrits, ta vision globale du travail éditorial, que ce soit évidemment sur la découverte des manuscrits, mais globalement sur ce que c'est qu'une ligne éditoriale, ce qui correspondrait peut-être plutôt à ton travail sur de Noël et dans la collection Lune d'encre, mais pas que, puisque le concours récent, recitons-le, des 20 ans de Folio SF, était là aussi une découverte de manuscrits. Donc, voilà, plutôt sur l'aspect global de, finalement, qu'est-ce que c'est que le travail d'éditeur, qu'est-ce que c'est que le travail de découverte des manuscrits, et aussi, derrière, le retravail qui va avec. D'accord, donc le fait est que depuis mon arrivée sur Lune d'encre, je n'ai pas encore publié d'auteur francophone, donc sur cette partie, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu à sélectionner un manuscrit. Alors, quand je dis ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que j'ai vu passer plein de manuscrits, mais que je n'en ai sélectionné aucun. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a eu beaucoup de titres qui ont été reportés en 2020, sur 2021, etc. Un resserrage complet du nombre de titres, puisqu'on a quasiment presque divisé par 2. Faut pas tout à fait, mais... Donc, sur cet aspect sélection, j'ai envie de dire que la porte était déjà étroite lorsque Lune d'encre publiait 8 titres, 9 titres par an, et maintenant où on est à 5-6, il est bien évident que ça devient de plus en plus compliqué. Cela étant, je cherche, bien entendu, et ce serait un grand plaisir pour moi de publier des auteurs français ou francophones, suisses, belges, canadiens, Afrique francophone, ce serait génial même. Et donc, la soumission se fait via les conditions du site. Généralement, c'est ce que je conseillerais en premier aux auteurs, c'est d'aller regarder les sites des différents éditeurs. Et donc, sur de Noël, il y a une page contact manuscrit qui explique comment faire. Et c'est vrai que c'est vraiment la procédure à respecter, parce que sinon, c'est de prendre le risque que votre manuscrit soit même pas lu.
voilà, un auteur comprenait pas qu'on ait pu perdre son manuscrit par le papier alors qu'on nous dit qu'on n'en reçoit pas. Ben oui, mais on n'est pas dimensionné pour recevoir les manuscrits papier, sans compter que c'est un choix aussi écologique, c'est un vaste mot, mais c'est vrai que pour voir les piles de manuscrits en attente de lecture ou en attente de renvoi aux auteurs, enfin, en tout cas qui viennent les récupérer chez Gallimard, c'est himalayesque. Donc, bien suivre effectivement les consignes données par les différents éditeurs auxquels vous les adressez. Donc, chez De Noël, il y a une adresse mail sur laquelle envoyer vos manuscrits. Si vous souhaitez que ce soit pour l'une d'encre, vous le précisez dans l'objet du mail, dans le corps du mail. Et voilà. Après, sur les titres ou sur ce que tu appelles la ligne éditoriale, c'est plus complexe parce que, bon, évidemment, Lune d'encre est une collection de ce qu'on appelle imaginaire, donc science-fiction, fantasy, fantastique, plutôt. Plutôt d'ailleurs historiquement science-fiction que fantasy, même si on a eu, je parlais de Laurent Klotzer, voilà, Le Royaume blessé, même s'il y a eu Kane de Wagner, etc., etc., Gene Wolfe, enfin, bon bref, Paul Stock, mais une fantasy du coup très littéraire. J'ai fait des tentatives dès le départ pour justement essayer de casser cette image un peu littéraire ou élitiste. Enfin, je sais pas quel est le mot, parce que pour moi élitiste ça veut rien dire et littéraire ça veut rien dire non plus, mais ou ça veut tout dire. Mais voilà, en essayant de publier des romans peut-être un peu moins attendus dans la collection. Alors ça fonctionne pas. On se recentre, voilà. On essaye des choses diverses et variées. En tout état de cause. Moi, la seule chose que j'attends, c'est d'être étonné, d'être embarqué, d'être pris par un texte. Et ça, il est évident que, voilà, avec 5-6 titres par an, quand on publie par ailleurs les auteurs que tu as cités, évidemment que la marche, elle est très haute. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Et ça a été intéressant, justement. Tu parlais du concours des 20 ans de Folio SF. Je pense qu'il y a plein de gens, voilà, des gens que j'ai contactés parce que leur manuscrit manquait un petit quelque chose ou, voilà. Mais dire, ça faisait des années que je voulais écrire et là, je me suis lancé. Je me suis dit, allez, on y va. Et on avait déjà eu ce phénomène il y a 6 ans maintenant, pour les 15 ans de la collection, où on avait fait un concours de fanfiction autour de la Horde du Contrevent. Et là, en fait, évidemment, quand tu veux te mesurer à la Horde du Contrevent, forcément, ça hausse tout de suite le niveau. Et les gens qui ont osé, et nous, au départ, on pensait vraiment avoir 2-3 textes qui sortent du lot, et puis le reste, on lit 3 lignes et on oublie. Et en fait, il a fallu vraiment se plonger dans tous les textes et être vraiment parce que les gens ils s'étaient sortis leur trip sur ce concours. Donc il faut pas hésiter, faut oser. Après, effectivement, c'est vrai que moi historiquement la fantasy n'est pas quelque chose que je connais bien. Donc c'est vrai qu'une fantasy classique devra peut-être avoir un petit quelque chose en plus pour me plaire. Pour autant, si demain on m'envoie un manuscrit de fantasy hyper classique, une quête, je sais pas quoi, mais avec un monde, un univers, une écriture, si je me fais embarquer, il y a pas de raison, quoi. Il y a aucune raison. Donc moi j'ai envie de dire, il faut pas hésiter. Tu parlais de Romain Lucaso, voilà, il a fini son texte et en fait il m'expliquait, il est pas sorti de chez lui pendant 15 jours parce que sortir de chez lui, ça voulait dire poster le manuscrit, quoi. Et puis finalement il l'a fait. Et bon, après voilà, on connaît l'histoire de son succès, mais donc, le premier pas, c'est effectivement, oser, mais pas oser n'importe comment. C'est-à-dire, quand même, regarder ce que publie l'éditeur, Lune d'encre, les autres, enfin. Et puis surtout, respecter la procédure, ouais. Parce que ça, c'est la première chose. Envoyer un manuscrit à certains éditeurs qui ne reçoivent des manuscrits qu'un mois par an, pour ne pas le nommer la Talente, ça sert à rien. Votre manuscrit, c'est comme si vous le mettiez directement à la poubelle, presque. Donc, c'est dommage. Alors en fait, on a un peu dérivé de l'aspect de Noël pur, puisqu'on a rebondi sur le concours Folio, mais c'est très bien. Ce que montre ce qui s'est passé quand même avec le concours Folio, c'est qu'effectivement, faut pas que les autrices aient peur d'envoyer, elles peuvent largement avoir des manuscrits qui se retrouvent clairement. Sinon très très avancés dans la sélection, puisque là c'était les finalistes. Parce qu'à aucun moment ça intervient dans le mode de sélection, et la sélection elle se faisait uniquement sur le texte. Enfin, c'est le principe d'un concours à mon sens. Enfin, je disais tout à l'heure belge, canadien, africain, mais voilà, homme, femme, c'est pas un critère. Et c'est intéressant. Les agents nous envoient des choses, ou les éditeurs étrangers, etc. Mais c'est pareil pour les livres que je lis d'ailleurs. Je lis pas les 4e de couverture, mais je lis pas tous les blurbs qu'ils nous envoient. Et donc, du coup, je lis pas machin et professeur de taekwondo à Honolulu, il ou elle est mariée avec machin ou tout ça. Je le lis pas.
Et donc, du coup, quand j'attaque le texte, je sais pas à qui j'ai affaire forcément. Et les exemples typiques, c'est Younali, qui pour le coup, en plus, voilà, est non-binaire, ou même Annalie Newitz, ou enfin voilà, c'est des gens, pour moi, je lis leurs textes, je sais pas qui ils sont, j'ignore tout d'eux. Et c'est pas ça le plus important. Donc, évidemment qu'un homme, une femme, n'importe qui peut, mais alors sans problème, oser, et bien au contraire, quoi. Voilà, c'était juste pour dire, justement, j'avais trouvé que c'était un signal super encourageant et qui montre, comme tu dis, que pour l'Ordre du Contrevent, pour le concours Folio SF, il y a des gens qui ont osé envoyer des romans et qu'il faut vraiment oser envoyer des romans, effectivement, Bien sûr. voilà, et pas se laisser arrêter si on a plutôt un feeling avec la ligne éditoriale, quoi. Bien sûr. Et le gagnant du concours Damasio, c'était une femme également. Et j'ai pas répondu à une partie de ta première question, Lionel, et j'y reviens, mais très vite. C'est sur la partie travail. Il y a deux sortes d'éditeurs. Il y a l'éditeur, enfin, interventionniste, et un éditeur comme l'était Paul Otsiakowski-Lawrence qui dit, moi, je reçois le manuscrit, il est publiable ou il l'est pas. Alors, il y a sans doute un milieu aussi à trouver entre ça. Moi, je suis plutôt du côté des non-interventionnistes. C'est-à-dire que pour moi, le texte, il doit rester celui de l'auteur. En l'occurrence, Chris, je lui ai dit, moi voilà, après, c'est toi, enfin, ça reste ton texte, c'est ton texte. Moi, je pense que là, faudrait faire ci, là, moi, je pense que si, ça, faudrait le supprimer, je pense que... Mais d'elle-même, de toute façon, elle avait déjà commencé à faire un sacré boulot, elle avait interverti des chapitres, elle avait... Donc voilà, après... Si l'auteur n'est pas prêt à toucher une virgule de son texte, il faut qu'il trouve un éditeur non interventionniste total. Mais même sur voilà, je laisse la voix de l'auteur s'exprimer, je sais ce qu'il veut. Quand tu publies des inédits de Thomas Deck, tu lui dis oui mais alors là cette scène, oui mais alors c'est parce que dans tel film à tel moment il y a ça, alors la scène c'est pareil. Tu dis bon bah ok vas-y laisse couler quoi, évidemment forcément. Enfin tu peux pas voilà. Quand tu sais que c'est ce qu'il veut et que c'est ce qu'il veut et que même peut-être tu te dis c'est pas une bonne idée mais c'est ce qu'il veut, et ben allons-y. Petite dernière question sur Lune d'encre. Alors, il y a une question qui revient très très souvent aussi de la part des auditeurs. C'est, est-ce qu'il y a des maladresses fréquentes dans les manuscrits que vous recevez, que tu aimerais bien pointer parce que ça peut peut-être aider un peu à corriger le tir? Ah, c'est difficile, non, non, ou alors on refait 7 épisodes, mais parce que non, il n'y a pas de maladresse fréquente. Il y a les maladresses fréquentes, c'est quoi? Il y a un vrai problème souvent sur les dialogues. Et c'est vrai que c'est pas forcément, enfin je sais pas, vous avez peut-être fait déjà plusieurs épisodes sur les dialogues, mais faire sonner les dialogues, parce que faire sonner une description, oui bon voilà, mais faire sonner un dialogue ou en tout cas le rendre le plus réaliste possible. Et pour beaucoup, ce qu'on trouve, c'est du coup une espèce de style oral pour les dialogues, mais faussement oral, enfin c'est-à-dire l'oral qu'on s'imagine être de l'oral, mais c'est pas de l'oral. Et justement, je pense que toute l'intelligence de l'auteur qui c'est ce qu'il fait, c'est de faire sonner ces dialogues pour qu'ils fassent oral alors qu'ils le sont pas du tout. Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais bon, enfin surtout à vous quoi. Mais en tout cas voilà, le dialogue, les points de vue, mais enfin la notion de point de vue, il y a des auteurs qui visiblement savent pas ce que c'est et quand on leur dit mais là ça fonctionne pas, mais pourquoi? Mais enfin non, c'est pas possible. D'où tu parles, enfin qu'est-ce qui se passe là? Qui parle, qui dit quoi à propos de quoi? Enfin mais ils comprennent pas. Après, c'est peut-être un problème enfin, une des plus grandes maladresses qui est flagrante, mais, enfin, en tout cas, qu'on peut soupçonner, c'est que beaucoup de gens écrivent avant même d'avoir lu. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent faire comme Harry Potter, mais ils ont peut-être, ben voilà, ils ont même pas lu Harry Potter, en réalité. Enfin, c'est sans jugement de valeur, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que l'écriture, ça prend sans doute, aussi dans des ateliers, etc. Mais ça s'apprend aussi en lisant et surtout en comprenant ce qu'on lit, en analysant ce qu'on lit, en comprenant. Enfin voilà, je pense que quelqu'un est capable de faire fonctionner un moteur de voiture en le démontant. Voilà, je pense que je dis pas que n'importe qui est capable d'écrire un roman en démontant les romans qui existent, mais en tout cas c'est déjà une première base. Alors attention, démonter, on se comprend, mais voilà. J'espère qu'on se comprend. Tout à fait, on se comprend tout à fait. Merci infiniment Pascal, le temps passe extrêmement vite. C'est vrai que ça serait vraiment tentant de faire cet épisode avec toi parce que c'est absolument passionnant. Merci infiniment et une petite citation pour terminer. On se retrouvera pour un autre épisode où on parlera davantage du poche et de l'économie du livre au sens large. Une petite citation pour terminer, une petite citation de Pierre Macorlan. Un écrivain, lui, devrait se faire incinérer. On mélangerait ses cendres à la pâte à papier utilisée pour une belle édition posthume.
C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, encore merci à Pascal Godbillon. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.